Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder le principe de double matérialité, des standards de la comptabilité à la mise en place de ce principe. Commençons par apporter un peu de contexte sur cette question des standards de la comptabilité. Dans un article resté célèbre, publié dans le New York Times en septembre 1970, l'économiste Milton Friedman avait développé sa vision de la responsabilité sociale de l'entreprise. Pour Friedman, le dirigeant d'une entreprise est avant tout l'agent des actionnaires et il doit ainsi se conformer à leurs objectifs, tout en respectant bien sûr les règles de base de la société. Voici ce qu'il écrivait à l'époque. Dans un système de libre entreprise et de propriété privée, un dirigeant d'entreprise est l'employé des propriétaires de l'entreprise. Il est directement responsable devant ses employeurs. Cette responsabilité, elle est de mener l'entreprise en accord avec leurs désirs qui en général sont de gagner autant d'argent que possible, tout en se conformant, je le répète, aux règles de base de la société. À la fois celles représentées par la loi, mais aussi celles représentées par la coutume éthique. Évidemment, dans certains cas, ces employeurs peuvent avoir un objectif différent. Un groupe de personnes peut ainsi créer une entreprise dans un but charitable, par exemple un hôpital ou une école. Le gérant d'une entreprise n'aura alors pas le profit pécuniaire comme objectif prioritaire. Ce sera plutôt de rendre certains services. Pour rendre compte à son conseil d'administration de son action, le dirigeant s'appuie sur l'ensemble du dispositif de la comptabilité financière. Le moine franciscain Luca Pacioli, une figure méconnue de la Renaissance italienne, a publié en 1494 ce que l'on considère comme le premier manuel comptable de l'histoire, popularisant des méthodes mises en pratique de longue date par les marchands vénitiens. Au cours des siècles, et à mesure que se complexifiait le monde économique, il a été nécessaire de standardiser les approches de la comptabilité. Compte tenu de l'emprise du monde anglo-saxon sur la vie économique, ces standards sont aujourd'hui largement dominés par un référentiel issu de ce monde. Il s'agit des normes IFRS pour International Financial Reporting Standard, qui ont remplacé en 2005 les normes IAS pour International Accounting Standards, qui existaient, elles, depuis 1973. Ces normes comptables ont été préparées par le Bureau des standards comptables internationaux et elles ont pour objectif d'instaurer un modèle comptable harmonisé afin de favoriser les échanges internationaux. Dans l'Union européenne, c'est une directive relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents du 26 juin 2013, qu'on appelle la directive comptable, qui traduit ces standards en une norme obligatoire. J'en viens maintenant à la question du besoin d'informations extra-financières. Depuis le début du XXIe siècle, l'importance croissante des enjeux environnementaux et sociaux a fait apparaître l'information financière comme insuffisante pour exprimer la valeur réelle de l'entreprise. En effet, un rapport financier ne représente pas toutes les ressources d'une entreprise et omet des informations significatives concernant les risques, opportunités et enjeux d'une entreprise. Une entreprise évolue dans un environnement complexe et il est nécessaire de prendre en compte une multitude de facteurs pour arriver à une représentation fidèle à la réalité. Il a donc fallu accroître la pertinence des informations communiquées aux parties prenantes sur les différentes thématiques environnementales, sociales et de gouvernance qu'on résume habituellement sous l'acronyme ESG. Et de la même façon que les entreprises produisent des rapports financiers, elles ont aujourd'hui quelquefois l'obligation, quelquefois la possibilité simplement de publier un rapport extra-financier. Dans un nombre croissant de juridictions, et bien sûr en Europe, les entreprises sont d'ailleurs soumises à des réglementations les obligeant à réaliser ce type de rapport, consistant pour une entreprise à communiquer sur les implications sociales, environnementales, sociétales de ses activités, ainsi que sur son mode de gouvernance. Cette transparence oblige les entreprises à mettre en place des stratégies et des plans d'action pour converger vers le développement durable avec un double intérêt. D'abord, un intérêt interne. Le rapport extra-financier est un outil de gestion qui permet d'identifier et d'atténuer les risques et donc de mieux gérer l'allocation des ressources. C'est un véritable pilier de dialogue avec les parties prenantes et un levier d'engagement auprès des salariés qui sont ainsi informés des engagements de l'entreprise. En externe aussi, le rapport extra-financier permet d'améliorer l'image de marque de l'entreprise auprès des consommateurs, de sorte de se démarquer face aux organisations concurrentes.
Tout ceci leur permet d'être plus attractifs pour les investisseurs qui ont également des obligations en termes de reporting ESG. Le rapport extra-financier devient donc un levier de performance économique et stratégique. Encore faut-il que les informations rapportées soient pertinentes par rapport à l'activité de l'organisation qui les produit. Sinon, le risque de greenwashing est immense. C'est là où nous en arrivons à cette question de la matérialité. La déclinaison du principe de matérialité au reporting extra-financier s'efforce de répondre à la problématique que j'ai évoquée. Au départ, le principe de matérialité vient de l'audit. C'est un outil essentiel pour l'auditeur qui lui permet d'évaluer le caractère significatif des anomalies comptables. Dans la littérature relative à la comptabilité et à l'audit, la matérialité est en lien avec les fausses déclarations, la divulgation, la séparation des éléments extraordinaires et les exigences d'audit. Les origines de la matérialité, aussi appelée en français importance relative, remontent au XIXe siècle dans la comptabilité anglaise. Les premiers articles sur le sujet de la matérialité aux États-Unis sont apparus dans les années 30 et depuis, ce concept s'est largement démocratisé et étendu à plusieurs dimensions, à savoir la finance, la comptabilité, le droit, et plus récemment aux questions relatives à l'ESG. Ces évolutions se sont produites de façon progressive. D'abord cantonné à la sphère financière, le concept devait permettre aux actionnaires d'évaluer le risque d'investissement au sens comptable et juridique. C'est à la fin des années 90 qu'une première mue s'est opérée. C'est l'époque des grandes catastrophes environnementales, notamment les naufrages de la Moco Cadiz au large de la Bretagne ou de l'Exxon Valdez sur les côtes de l'Alaska, qui se sont traduites par des pertes substantielles pour les entreprises qui ont été alors désignées responsables. Le concept de matérialité a alors commencé à s'étendre au-delà du champ des investisseurs. Au même moment, les consommateurs ont fait l'objet de considérations nouvelles. En 2006, la Global Reporting Initiative, GRI, a intégré pour la première fois la matérialité à ses lignes directrices, lesquelles encadrent l'élaboration des rapports de développement durable. Toujours sur cette thématique de la matérialité, dans un discours prononcé le 29 septembre 2015 devant le City Lloyd's Dinner, Mark Carney, alors gouverneur de la Banque d'Angleterre, a souligné à quel point les risques liés au climat étaient susceptibles d'affecter la performance et la valeur financière des entreprises. Au-delà du concept de tragédie de l'horizon, défini comme le décalage entre l'horizon de préoccupation des décideurs et celui des problèmes qu'ils ont à résoudre, Mark Carney définissait avec une grande clarté la notion de risque climatique appliquée à la valeur des actifs financiers. Selon lui, les entreprises et les institutions financières se trouvent exposées du fait des dérèglements climatiques à 3 types de risques majeurs: physiques, de transition et de litige. Ce discours a eu un retentissement considérable dans le domaine du reporting extra-financier, en particulier sur les travaux de la Task Force on Climate-Related Disclosures, la TCFD, qui s'est concentré sur les effets des dérèglements climatiques, sur les risques et sur la valorisation économique des acteurs financiers. Mais cette simple matérialité, qu'on appellera pour faire simple matérialité financière, est insuffisante, car elle ne permet pas de répondre aux enjeux environnementaux. En mettant en place des plans d'action pour piloter les risques ESG financiers auxquels elles font face, risques climatiques notamment, les organisations ne diminuent pas forcément leur propre impact sur la société, ne répondant donc pas aux enjeux du développement durable. C'est là où on en arrive au concept de double matérialité. L'analyse de double matérialité repose sur l'étude de 2 perspectives distinctes, mais complémentaires en réalité. La matérialité financière, dite une vision outside-in, considérant la manière dont les questions environnementales, sociales ou de gouvernance créent des opportunités et des menaces pour la performance financière de l'entreprise. Et puis la matérialité d'impact, dite vision inside-out, considérant la manière dont les activités de l'entreprise impactent positivement ou négativement son environnement économique, social, naturel. Le but de l'analyse de double matérialité est d'identifier tout à la fois ces enjeux entrants et ces enjeux sortants auxquels l'organisation fait face, mais aussi de les prioriser. Or, cette priorisation repose sur la prise en compte des dimensions financières, sociales et environnementales de chaque problématique. Et il s'agit donc de se concentrer en priorité sur les questions importantes pour l'ensemble des parties prenantes
et non pour une seule d'entre elles. La question de la double matérialité est entrée dans une dimension normative avec la Non-Financial Reporting Directive, NFRD, publiée en 2017, qui concernait les informations liées au climat et plus encore les différents guidelines émises par les institutions européennes à sa suite. La Commission européenne y invitait les entreprises à adopter cette double perspective sur les enjeux matériels afin de répondre aux besoins des investisseurs, mais aussi des consommateurs, des citoyens et de toutes les parties prenantes. C'est aussi la philosophie qui a été retenue pour élaborer la nouvelle Corporate Sustainability Reporting Directive, la CSRD, qui sert de fondement aux travaux de l'EFRAG, qui assiste la Commission sur ces thématiques. Au-delà de la CSRD, on retrouve ce concept dans beaucoup des diverses législations adoptées dans le cadre de la stratégie de finances durables de l'Union européenne. On peut penser au règlement de disclosure, mais aussi à celui relatif aux agences de rating ESG. Cette vision n'est pas complètement partagée par l'International Sustainability Standards Board, l'ISSB, qui est l'institution qui, sous l'égide des IFRS, cherche à normaliser ces questions au niveau global. Celui-ci définit une question de durabilité comme significative si elle est raisonnablement susceptible d'affecter la création, la préservation ou l'érosion de la valeur de l'entreprise à court, moyen, long terme. Ce qui aurait donc un impact sur les décisions d'investissement des investisseurs. On est donc dans une simple matérialité financière. En revanche, en évoquant les divulgations sur le scope 3, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre produites par les clients ou les fournisseurs, l'ISSB adopte implicitement une approche d'impact. La récente réglementation de disclosure mise en œuvre aux États-Unis par la Securities and Exchange Commission, la SEC, est encore plus éloignée du concept de double matérialité et elle ne fait d'ailleurs pas référence au scope 3. Alors comment on met en œuvre cette double matérialité ? La question de la double matérialité est au cœur du débat public autour de l'ESG, du fait de l'entrée en application depuis début 2024 de la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, et en parallèle à la mise en œuvre des standards ISSB. Cette directive oblige en effet les entreprises à communiquer non seulement sur les conséquences des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sur leurs performances financières, mais aussi sur les impacts environnementaux ou sociaux de leurs activités, dès lors qu'ils s'avèrent matériels. Quelles seront les implications de ce changement de paradigme et les défis techniques de sa mise en application ? Une chose est sûre, l'enjeu est de taille pour nombre d'entreprises. En adoptant la directive sur le reporting en matière de durabilité et ce principe de double matérialité, l'Union européenne apporte une réponse aux critiques formulées à l'encontre de la précédente NFRD et propose de communiquer en s'appuyant sur un répertoire de normes, les European Sustainability Reporting Standards, pour ESRS. Ces normes sont déclinées en 3 grandes thématiques, environnementale, sociale et de gouvernance, et 10 sous-ensembles thématiques. Pour l'environnement, il s'agit du changement climatique, de la pollution, des eaux et ressources marines, de la biodiversité, de l'écosystème, de l'économie circulaire et de l'utilisation des ressources. Concernant la thématique sociale, nous retrouvons les ressources humaines, les travailleurs dans la chaîne de valeur, les communautés affectées et les utilisateurs consommateurs finaux. Enfin, la grande thématique gouvernance, qui recouvre un sous-ensemble qui est la conduite des affaires. L'analyse de double matérialité, appelée évaluation de l'importance relative dans la version française du texte de la CSRD, permet de repérer les enjeux ESG les plus pertinents, les plus matériels, sur lesquels il sera nécessaire de communiquer. Elle n'est pas fondamentalement différente de l'établissement d'une cartographie des risques-opportunités ESG, pour lesquels l'objectif est d'identifier au fond, de coter et de hiérarchiser des risques négatifs, positifs, en vue de repérer ceux qui apparaîtront les plus impactants. Toutefois, sur le plan opérationnel, le passage de la matérialité simple à la double matérialité pose de réels défis techniques. C'est là où il faut entrer dans la pratique. Plusieurs étapes à suivre sont nécessaires afin de construire la matrice de double matérialité. En premier lieu, il convient de cartographier la chaîne de valeur,
Il s'agit de décomposer les activités et sous-activités de l'entreprise sur l'ensemble des opérations qu'elle réalise, qu'elles soient en propre ou qu'elles soient en amont de son activité, approvisionnement, etc., ou en aval, distribution, en précisant tout ce qui peut les caractériser, processus, moyens, localisation. La deuxième étape consiste à cartographier les parties prenantes. Cela passe par identifier ces parties prenantes, internes, externes, dès lors qu'elles sont concernées par les activités de l'entreprise pour chaque étape de la chaîne de valeur, de lister les enjeux ESG au travers desquels ces parties prenantes seraient potentiellement impactées et de repérer leurs attentes et leurs intérêts. La troisième étape consiste à identifier et consolider une liste d'impacts ESG potentiels sur toutes les activités de l'entreprise, sur toute la chaîne de valeur et pour toutes les parties prenantes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Par exemple, le fait de solliciter des sous-traitants ne dispensant pas un salaire décent à leurs travailleurs pourrait se traduire par des tensions sociales locales menant à des grèves et in fine à une rupture d'activité et donc à une perte de chiffre d'affaires. La quatrième étape est d'identifier et de consolider une liste d'impacts financiers potentiels. Autrement dit, repérer si les questions ESG peuvent générer des impacts financiers sur l'entreprise, qu'ils soient négatifs, provisions financières liées à des controverses, pertes économiques, dévalorisation boursière, réduction de l'accès au financement, ou positifs, comme une augmentation du chiffre d'affaires du fait de l'adaptation des produits, des services répondant à de nouvelles attentes des clients. Par exemple, le risque de salaire non décent sur les travailleurs des sous-traitants pourrait être appréhendé par son ampleur, c'est-à-dire l'écart entre le salaire constaté et le salaire de référence. Il peut être appréhendé par une échelle, représentant le nombre de personnes concernées par rapport à la population totale, ou encore par son caractère irrémédiable ou pas, c'est-à-dire la probabilité pour les travailleurs de pouvoir retrouver un salaire décent justement. La cinquième étape consiste à réaliser la cotation des impacts ESG et des impacts financiers. Il s'agit d'élaborer et d'appliquer une méthodologie de cotation des impacts ESG, qu'ils soient négatifs ou positifs, et des impacts financiers, qu'il s'agisse de risques ou d'opportunités. Celle-ci doit s'appuyer sur la définition et la justification de critères de notation, qu'il s'agisse d'ampleur, d'étendue, de probabilité, de caractère irrémédiable et de seuil de matérialité. Enfin, la dernière étape est de restituer la matrice de double matérialité, c'est-à-dire de consolider les résultats de la cotation des impacts afin de hiérarchiser les questions de durabilité selon deux axes en général, l'importance du point de vue de l'incidence, c'est-à-dire l'importance de l'impact des activités de l'entreprise sur les parties prenantes tout au long de sa chaîne de valeur, et l'importance du point de vue financier, c'est-à-dire l'importance de l'impact de l'enjeu ESG sur le modèle d'affaires de l'entreprise. Les enjeux ESG pour lesquels l'importance relative aura été identifiée comme élevée sur l'un ou l'autre des deux axes de matérialité devront faire l'objet d'une attention soutenue de la part des entreprises qui, si elles ne les surveillent pas, pourraient être confrontées à une dégradation de leur santé économique ou au contraire, si elles se les approprient, pourraient générer de la création de valeur économique. On le devine, l'exercice de la construction de la matrice de double matérialité n'est pas aisé. Il demande de dépasser l'approche qualitative de l'analyse de matérialité simple, consistant essentiellement à exploiter les résultats de questionnaires adressés aux différentes parties prenantes, pour s'inscrire dans une véritable démarche de risk management dans laquelle la mesure des expositions est quantitative. Dès lors, les questionnaires devront être remplacés par des véritables outils de cartographie des risques, alimentés eux-mêmes par des sources de données externes qui permettront par exemple de confronter les expositions sectorielles ou géographiques des entreprises à des données de référence. Je vous remercie de votre attention.